tu as été correspondant dans plein de pays pendant quelques années, de nombreuses années. Un souvenir de Tokyo, Ulysse? Tokyo, c'était mon premier poste à l'étranger. Il y a deux choses qui m'ont marqué. C'était en 81, le premier voyage d'un pape au Japon. C'était qui? Jean-Paul II. Ah oui. Et donc, c'était un vrai symbole parce que les jésuites avaient tenté d'implanter le catholicisme au Japon. Ça n'a jamais marché. Les catholiques au Japon, c'est 0,47%. Mais 0,47%. Oui, à l'époque de Jean-Paul II. Mais Jean-Paul II est allé à Nagasaki, justement, et puis à Hiroshima. Donc, c'était un voyage très symbolique. Et la deuxième chose, c'est au Japon, j'ai vu les premiers robots dans les usines automobiles et le premier pétrolier à voile. En quelle année? En vrai, en 81. 80. 86, pour te punir, tu arrives à Moscou. Alors, c'était une punition, oui, parce que c'était l'époque de l'URSS et c'était pas forcément drôle. Mais je suis arrivé le jour de Tchernobyl. Donc, quand on buvait le champagne, le pot de bienvenue, champagne russe, oui. Hélas, mais enfin bon. Et donc, ou ukrainien d'ailleurs. On a entendu le téléx, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ah oui. Et donc, on a entendu la petite clochette du téléx. Et c'était un téléx du Politburo de l'URSS qui annonçait qu'il y avait, qui présentait ses condoléances aux familles des victimes de Tchernobyl. Welcome. Et donc, on ne savait pas ce que c'était que Tchernobyl. Même les Russes qui étaient dans le bureau m'ont dit Tchernobyl, on ne sait pas ce que c'est. On a regardé sur la carte et Tchernobyl, c'est les terres noires en fait, les terres noires qui se trouvent à côté de Kiev. Et on a vu qu'effectivement là, il y avait une centrale nucléaire. Donc quand le Politburo a eu ce petit téléx de 5 lignes pour dire condoléances, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose de grave. On n'avait pas compris. Il a fallu attendre un communiqué venant de Norvège et de Suède pour dire qu'il y avait un nuage radioactif. Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait eu un accident dans une centrale nucléaire. Donc mon séjour à Moscou commençait un peu rapidement, si j'ose dire. Et puis j'ai vécu là la chute de l'URSS, Absolument. Gorbatchev, le putsch contre Gorbatchev, l'arrivée de Boris Yeltsin au pouvoir. Combien de temps tu es resté au total en Russie? Et donc je suis resté 7 ans. 7 ans. Mais alors Poutine, il est fou ou complètement fou? Alors il n'est pas fou, mais il vit dans un monde parallèle. C'est-à-dire que je crois que c'est quelqu'un d'assez intelligent. C'est plus un tacticien qu'un stratège, mais non, il n'est pas fou du tout. Et il est peut-être malade, il a sans doute eu 2 ou 3 ou 4 ou même 5 cancers, mais il est bien soigné. Il a des médecins très compétents, en Suisse notamment. Il se fait parfois des liftings, il vient secrètement pendant quelques jours se faire soigner en Suisse. Mais vous l'avez vu, depuis que la guerre en Ukraine a éclaté le 24 février, ça fait presque un an maintenant, on a annoncé sa mort au moins 10 fois, sa maladie terrible, les coups d'État contre lui, mais il est toujours là et c'est lui qui dirige le pays. Malheureusement, il est dans une sorte de fuite en avant, on ne sait pas où il va. Mais sa santé n'est pas vraiment un problème et son intelligence, malheureusement, est obstruée par sa vision des choses. C'est-à-dire qu'il est, depuis le Covid, et ça a joué un rôle, dans une forme d'isolement, de paranoïa. Et donc, c'est plus... Est-ce qu'il est fou? Non, mais il a une tendance à la paranoïa qui fait voir autour de lui des ennemis partout, peut-être des complots aussi autour de lui. C'est peut-être pas faux non plus. Hein. Et non, sans doute pas, surtout en ce moment. Mais ça fait quand même 22 ans qu'il est au pouvoir et il n'y a pas beaucoup de chefs d'État qui peuvent en dire autant. Et Zelensky, il est génial ou il est génial? C'était un comique avant, c'était le comique devenu héros. Si vous regardez les vidéos de Zelensky, je vous conseille de regarder la série qu'il avait faite où il incarnait justement un homme... qui n'avait rien de politique, qui s'est lancé dans la course à la présidentielle. Il a écrit dans une série de type Netflix ce qui lui est arrivé après. Et Zelensky, il faut s'en souvenir, il allait à Moscou pour participer à des grands galas où il tapait sur les épaules de Soloviev, qui est devenu le grand propagandiste de la télé russe, qui défend la guerre en Ukraine, l'arme nucléaire, etc. Donc Zelensky était très proche des Russes. D'ailleurs, il parlait presque pas ukrainien lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il a appris l'ukrainien en devenant président, mais il n'était pas du tout un ennemi des Russes. Donc c'est un comique, c'est un type qui avait beaucoup de talent, qui a créé une société vidéo. Il avait quelques défauts ukrainiens, la corruption en particulier, qui était malheureusement un mal national, si j'ose dire. Donc il a quelques châteaux en Espagne, si j'ose dire, ou quelques biens dans des paradis fiscaux. Mais tout a changé le jour de la guerre. C'est-à-dire qu'il est devenu il s'est révélé, en tout cas. Un héros, un résistant, l'homme qui, finalement, à qui on avait proposé de l'exfiltrer. La France l'a proposé, Macron lui avait dit... Il a dit je reste. Voilà, et il est resté. Et donc, il est devenu cet homme qui fait face à l'invasion. 1993, tu es à Washington. Alors, Washington, c'était Bill Clinton. Pendant quoi, presque 10 ans, non? 9 ans. 9 ans, quoi, ouais. Donc, c'était là aussi de très belles années, parce que ça a été, vous vous souvenez
de l'affaire Monica, il y en a même qui l'ont vécu en direct. Oui. La tentation du congrès de l'excommunié Bill Clinton, qui n'était pas un saint, bien sûr, hein, contrairement, oui. et qui avait une femme, Hillary, qui était également une femme de caractère, qui a tenté de se présenter à la présidence et qui n'a pas réussi. Mais c'était un couple absolument incroyable, fusionnel, et lui était sans doute le plus brillant des politiciens américains de l'époque. Mais il avait effectivement un défaut, c'est de tomber amoureux de toutes les femmes qui passaient devant lui. Et ça lui a coûté très cher. On a des Français qui sont un peu comme ça aussi parfois. Il a failli être l'objet d'une procédure de destitution, il y a échappé, mais ça a complètement caviardé, je dirais, la deuxième. Alors, tu as interviewé dans ta belle carrière, Ulysse, plein de gens. Un souvenir de Shimon Peres, par exemple? Shimon Peres, c'est un homme extraordinaire qui parle français, qui a connu tous les grands dirigeants de la planète, qui incarne Israël dans sa grande expression, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit la politique israélienne, c'est pas réjouissant. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc c'est une autre époque, c'est les leaders historiques qui ont fait le XXe siècle. Celui qui est parti du Japon discrètement et qui est vigneron au Liban, Carlos Ghosn. Alors Carlos Ghosn est l'histoire de l'homme qui s'enfuit dans une valise cachée comme un vulgaire criminel. Alors je l'ai interviewé aussi. C'est un type remarquable, c'est un type génial, hein, Carlos Ghosn. Il a quand même transformé cette boîte automobile qu'il a globalisée, en gros. Mais qui vivait, c'est un peu comme Poutine, c'est un parallèle un peu... Attention, là, mais qui vivait dans un autre monde. Oui. C'est-à-dire qu'il était un peu hors sol. C'est-à-dire qu'il avait son avion privé, sa cour, ses maisons dans toutes les capitales, sa fortune cachée. Et donc il a perdu pied et finalement il a été victime d'un coup bas de ses partenaires japonais. Bernard Kouchner. Alors Bernard Kouchner, vous vous souvenez du sac de riz en Somalie? Et Bernard Kouchner, c'était l'homme des Médecins sans frontières, hein, qui a eu sa période de gloire, hein, comme disait non pas Woody Allen. Le French Doctor, c'était quoi? C'était lui? Oui, MSF, Médecins sans frontières, les French Doctors. Qui est devenu ministre des Affaires étrangères, hein, c'était un parcours incroyable. Mais Kouchner, je vous raconte ça entre nous, mais... Entre nous, hein, c'est pas du tout filmé, il n'y a pas de copains, tout va bien. Quand j'étais à France 24, puisque en revenant des États-Unis, j'ai notamment participé à la création de France 24. Alors c'était une excellente idée, c'était l'idée de Jacques Chirac, qui avait dit je veux ma CNN à la française. Donc il l'a eu, on l'a faite, et moi j'étais donc à la création et j'animais une émission qui s'appelait Le Talk de Paris. Et j'ai interviewé Kouchner quand il était donc ministre. Et je le fais venir et on diffuse un portrait. Première image du portrait, Kouchner qui débarque avec un sac de riz sur l'épaule. Et là, fureur de Kouchner pendant le portrait, qui menace de quitter le plateau et qui dit c'est un scandale, etc. Je m'en vais, toujours cette image, ces clichés, il y en a ras-le-bol, etc. Je pars. Il a été retenu par son conseiller de communication, mais moi, 6 mois plus tard, j'étais viré. Donc, y a-t-il un rapport de cause à effet? Et pourquoi j'ai été viré? Ça c'est un peu un coup de sang d'un politique, ça arrive. Mais il se trouve que sa femme a été nommée donc directrice de France 24. Oui. Christine Ockrent. Oui, bien sûr. Et donc, elle m'a dit, Ulysse, j'ai pas de job à te proposer, donc il faut faire autre chose. Mais c'est intéressant le sac de riz, parce qu'en fait, les historiens du présent, c'est-à-dire les journalistes, ont raconté qu'en fait, tout était entièrement monté. C'est-à-dire c'est une opération de com brillante, c'est-à-dire que... Du théâtre filmé, c'est-à-dire qu'on a préparé le sac de riz, on a attendu que tout le monde soit là. On l'a refait. Top départ, et voilà, c'est pour ça que ça l'a agacé. Mais on peut comprendre, quoi. Ça peut arriver. Ulysse, on peut te voir donc tous les jours sur BFM TV. Pour un petit pays comme nous, là, 4 chaînes d'infos plus France 24, c'est énorme, non? C'est beaucoup, non? C'est pas rentable, mais c'est intéressant, parce qu'on peut passer de CNews à LCI, qui est devenue la chaîne de l'Ukraine, hein, tous les soirs, ou BFM. Il y a eu les gilets jaunes à la radio. Qui raconte la France des gilets jaunes et aujourd'hui de la grève sur les retraites, et puis le service public avec France Info. Non, c'est vrai que c'est apparemment intenable, mais ça fonctionne. Alors la question, c'est effectivement, est-ce que ces chaînes peuvent continuer à vivre comme ça? Apparemment oui. C'est une bizarrerie française, mais ça fonctionne. Et c'est pas plus mal qu'il y ait diversité, parce qu'on peut avoir sur CNews Éric Zemmour le soir, le matin... comment s'appelle-t-il? Enfin, il y a une diversité qui gauche, n'est pas droit, milieu, inintéressante. Alors nous, sur BFM, on fait de l'info. Alors, est-ce que vous connaissez Africa Vox? C'est une plateforme qui est entièrement dédiée à l'Afrique. Alors pourquoi? Parce que d'abord,
on a du mal en France peut-être à s'en rendre compte, mais l'Afrique, c'est l'avenir du monde, c'est notre avenir. Si l'Afrique croule, alors nous croulons avec l'Afrique parce qu'il y aura des pandémies, des migrants et des problèmes considérables. Or, l'Afrique aujourd'hui, c'est un continent de 1,4 milliard d'habitants qui a une énergie absolument considérable, un dynamisme fou, des entrepreneurs, des startups, des artistes, des médecins. Une jeunesse dynamique. Et personne ne connaît. Pourquoi j'ai voulu créer Africavox ? Parce que je me suis rendu compte qu'en Afrique aujourd'hui, il n'y avait aucune plateforme. Il n'y a pas de TikTok africain, il n'y a pas de Facebook africain, il n'y a pas d'Instagram. Il n'y a aucune plateforme digitale créée par les Africains pour les Africains. Toutes les plateformes sont occidentales. Et donc, il n'y a pas d'alternative. Donc, j'ai trouvé ça totalement anormal. Et donc, avec une équipe africaine, on a décidé de créer ce média, en fait, qui consiste tout simplement à donner la parole à ceux qui font l'Afrique. Les entrepreneurs, les professeurs, les étudiants, les sportifs, les designers, bref, toutes ces sociétés africaines qui existent et qui font la richesse de l'Afrique, alors avec beaucoup de problèmes, hein, il y a des coups d'État, mais en Afrique, il n'y a pas que des coups d'État, il n'y a pas que des pandémies. Il n'y a pas que de la corruption. Et il n'y a pas que de la corruption. Il y a aussi des sociétés qui vivent et qui veulent vivre mieux. Et donc, l'idée, c'est de les mettre en avant, d'être une vitrine pour l'Afrique. Voilà le projet Africavox. Et donc ça va être en français, mais également Ulysse en anglais. Donc en français, en anglais, et plus tard en wolof, et dans toutes les langues africaines. L'idée, c'est de pouvoir être en contact direct avec les sociétés et les langues qu'ils parlent. Donc au début, français-anglais, parce que l'idée, c'est que l'Afrique soit connue par les Africains. Vous savez que parfois, entre deux pays africains, ils ne se connaissent pas, ne se parlent pas. Oui. Parfois se font la guerre. Oui. Hein, mais donc, se connaître entre eux mieux grâce à la plateforme et aussi être connus hors Afrique, en Europe, en français, en anglais. Donc c'est la promotion de l'Afrique également, quoi. C'est une forme de... Oui, c'est une mise en valeur de ce que c'est que l'Afrique aujourd'hui, au-delà de l'image qu'on a tous, a priori, c'est-à-dire un continent qui va très mal, où règnent les famines et où il y a des risques de pandémie et de coups d'État. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer que parmi tous ces États, 54 pays quand même, hein, il y a des choses qui se passent. Par exemple, en ce moment, il y a le championnat de foot africain. Bon, à part l'Afrique, personne n'en parle. Pourtant, ça concerne des dizaines de millions de personnes. Et donc, des footballeurs de talent aussi. Hein. Voilà, et il y a des grands intellectuels, des grands scientifiques. Vous savez que, par exemple, qu'en Afrique, il y a plus de fintech que partout ailleurs dans le monde. Il y a une explosion des fintech en Afrique absolument fascinante. Les Africains se servent de leur téléphone portable mieux que nous, les Européens, parce qu'ils ont l'habitude et ils ont passé 10 ans, ils ont raté le Minitel, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Est-ce que les Africains sont généralement en retard quand on les invite à une soirée? Ah ben il est là, oui. Sylvain Henry, salut. Non, ils viennent, c'est comme les magiciens, il ne faut pas qu'ils soient là avant l'heure ou après l'heure, ils sont là au bon moment. Au bon moment encore. Alors là, il faut un petit peu de sous pour faire tourner tout ça. Donc là, l'idée, c'est de faire une levée. D'abord, le lancement, c'est mai 2023, donc c'est demain. Le lancement, c'est demain, au mois de mai, effectivement. Et donc levée 5 millions d'euros, c'est ça? Alors on lève 5 millions d'euros, absolument, en France, en Europe et en Afrique. D'accord. On a déjà des hommes d'affaires africains qui sont intéressés par le projet. Mais effectivement, l'idée, c'est d'avoir un tour de table qui soit mixte, pour qu'on ne soit pas accusé d'être une plateforme française en Afrique. Oui, ça pourrait être au risque, hein, parce que ça peut être un risque. Oui, mais en fait, c'est pas du tout ça, puisque les auteurs sont tous africains. Oui. C'est pas les Français ne pourront pas s'exprimer, puisque c'est pas l'objectif. C'est pas le concept. Ils pourront critiquer, commenter, etc. Mais le concept, c'est de donner la parole aux Africains, une parole qu'ils n'ont pas suffisamment. Et donc là, comment on peut t'aider? Comment les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs qui sont présents peuvent t'aider? Est-ce qu'ils peuvent mettre un peu de sous dans le tour de table? Est-ce qu'ils peuvent faire un peu de pub sur la plateforme? Est-ce qu'ils peuvent, je sais pas, envoyer une caisse de champagne à Sylvain Henry? Oui, tout à fait. Non, si quelqu'un s'intéresse à l'Afrique et a envie de voir comment cette plateforme va exister, il s'adresse à toi et puis je suivrai après. On fera le lien, quoi. Et alors, pour terminer, Ulysse, on a bien compris, hein, mes chers Pénélope. En revanche, Gosset, on pense spontanément à cette magnifique maison de champagne présidée par Jean-Pierre Cointreau, qui est une belle personne, et une maison de champagne qui est super, avec notamment de mémoire leur cuvée Célébris. Est-ce que tu as un rapport avec le champagne Gosset, mon cher Ulysse? Oui, alors moi je suis la mauvaise graine de la famille, puisque je suis dans le journalisme, mais effectivement c'est ma famille. La maison Gosset, c'est une petite maison qui fait du grand champagne, et qui fait, en fait, c'est la plus vieille maison de vin de champagne qui existe, et donc c'est une très bonne marque. Et la cuvée Célébris, je vois qu'il y a un amateur. Il y a une création cette année qui s'appelle La Petite Douceur, qui est un rosé destiné à être bu en dessert, en vin de dessert. Donc vous pouvez goûter le champagne Gosset. C'est pas du niveau des... Mais c'est très bon, non, si, c'est des grands vins Rothschild dont on a dégusté tout à l'heure quelques bouteilles, mais
c'est une bonne marque qui a survécu à la mondialisation. Vous savez qu'il y a près de 3000 producteurs de champagne qui font leur propre marque en Champagne. Donc c'est l'une des grandes marques de champagne. Oui. Bien, Africa Vox, c'est le message de ce soir. Et merci d'être venu avec ton complice et ami le présenter en avant-première. On peut applaudir très chaleureusement Ulysse Gosset. Merci. Merci.